Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Clinic Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Pelletier, responsable du développement au Nantes Atlantic Handball. Le Nantes Atlantic Handball est un club de handball professionnel exclusivement féminin. Il a été créé en 1998 pour promouvoir le handball féminin de haut niveau sur le territoire des Pays de la Loire. Le 8 juin dernier a été un grand jour pour le club. En effet, en ce jour, le Nantes Atlantic Handball est devenu les Neptunes de Nantes. On vous présente aujourd'hui Pierre Pelletier. Bonjour Pierre Pelletier. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, en quelques mots, et quel est votre parcours professionnel pour en arriver à la place que vous occupez aujourd'hui du côté du Nantes Atlantic Handball? Très bien. Donc mon parcours, alors si on parle rapidement des études, j'ai un master management du sport avec l'option gestion des entreprises en poche. Ensuite, j'ai été alternant, assistant, puis responsable commercial au sein de l'UJAP Quimper Basket et Bélier de Quimper maintenant, pendant 4 années. Dans ce club où j'ai beaucoup appris, je me suis formé sur le métier, j'ai côtoyé de belles personnes très professionnelles qui m'ont permis de poser les bases du métier, d'avoir des connaissances, travailler avec un directeur général aussi assez expérimenté, donc une expérience qui a été assez accrue rapidement à ses côtés. Suite à ça, j'ai monté mon entreprise pendant quelques années dans l'événementiel. Et suite à la crise dernièrement, je me suis réorienté et j'ai repris donc un poste en club comme responsable donc du développement du Nantes Atlantic Handball dans le cadre de l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui s'appelle Réalité à Nantes, une entreprise spécialisée dans la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage sur Nantes, et qui a la volonté donc de reprendre le club, le professionnaliser la partie sportive, même si elle l'était déjà bien faite depuis quelques années avec Arnaud Ponroy qui était l'ancien président, mais c'est surtout professionnaliser la partie corporate, donc hors sportif, tout le côté marketing, commercial, communication, etc. Donc moi je pilote toute cette partie-là, tout l'hors sportif, avec une équipe de 5-6 personnes, les commerciaux, la chargée de com, la chargée de billetterie, sa expérience, la comptable, voilà, personne de plein de bonne volonté. Donc une belle équipe administrative autour de vous du coup. Oui, c'est ça. Alors on a fait du recrutement jusqu'à maintenant en administratif, on n'était pas du tout staffé. Donc quand je suis arrivé, on a commencé par staffer, mettre en place le projet. On avait un rétro-planning jusqu'au mois de juin. Pour l'instant, on est dans les temps de ce qu'on veut mettre en place pour la saison prochaine. On revoit complètement l'identité du club. Déjà vous l'annoncer, mais le club aura un nouveau logo, un nouveau nom dans les prochaines semaines. Le but, c'est d'incarner un peu plus notre territoire, incarner un peu plus nos valeurs, notre ambition, et que chaque partie prenante du club puisse y trouver sa place, et dans l'identité et dans le projet du club. On a des bénévoles, on a des partenaires, on a des licenciés, on a des licenciés, des salariés, des joueuses. On a vraiment des profils différents. Chacun doit y trouver son compte dans ce nouveau projet. C'est uniquement comme ça qu'on arrivera à atteindre notre objectif. Et ben on y reviendra un petit peu plus loin justement. Les objectifs à court et moyen terme, et c'est une très belle introduction. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club, donc Nantes Atlantic Handball, et également un petit peu sa place dans le handball féminin français, pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Alors le Nantes Atlantic Handball, c'est un club qui est malgré tout assez récent, puisqu'elle a été créée en 1998, avec une progression assez importante ces 10 dernières années, depuis l'arrivée d'Arnaud Ponroy à la présidence du club. Arnaud qui était un mécène sur le club, qui a permis de structurer assez rapidement et massivement la partie sportive, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est monté de deuxième division, de nationale en D2, de D2 en première division, assez rapidement jouer les premiers rôles dans cette première division, se qualifier pour la Coupe d'Europe. Et depuis 4 ans, on va dire, on est allé dans le top 4, top 5 de la première division. On joue la Coupe d'Europe régulièrement. On
essaie de faire des beaux parcours en Coupe de France aussi. Alors toujours pas de titre dans cette première division, mais voilà, ça progresse. Cette année, on est en demi-finale de Coupe d'Europe, l'HF European League. On est en finale de Coupe de France. On est en play-off de LFH pour se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc voilà, un club qui compte dans le paysage du handball féminin français. D'accord. Ah ouais. Le club vient de prendre un nouveau tournant. Donc Arnaud Ponroy, qui était le président, a décidé de prendre du recul. Et Réalité est arrivé donc pour reprendre le club, arriver à l'actionnariat principal du club. On a créé une SAS. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, c'est statut associatif encore ou c'est une société? Alors, ça l'était jusqu'au 31 décembre. Et depuis le 1er janvier, on a le statut SAS pour la partie professionnelle et le centre de formation. Et la partie amateur est restée dans l'association. D'accord. Enfin, c'est le modèle des clubs professionnels en France. Avec une convention entre les deux. Avec une convention, voilà, exactement, entre l'association et la SAS. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'objectif de Réalité, c'est de structurer le corporate. Ça se fait c'est vraiment un choix stratégique aussi de l'entreprise. Hein. C'est pas juste la volonté du PDG de Réalité d'être mécène du club, c'est de pouvoir accompagner le club dans son évolution, de pouvoir lui permettre de trouver son modèle économique. Lui, il n'a pas vocation tous les ans à mettre la main au porte-monnaie pour nous aider dans un premier temps, si, mais il faut qu'à terme, on puisse vraiment trouver notre modèle économique et le modèle économique du handball féminin français. Donc voilà, on structure, on développe, on se professionnalise, on revoit complètement l'offre commerciale aussi pour les entreprises. On va avoir une démarche qui va être un petit peu différente. Le nouveau nom, le nouveau logo vont aussi nous permettre d'affirmer notre ambition, d'affirmer notre positionnement et de donner un nouvel élan, un nouveau souffle au club d'ici les prochains mois. Voilà, on espère qu'à la rentrée, on pourra accueillir du public, des partenaires dans de bonnes conditions. Et puis voilà, je pense qu'il y a vraiment de très belles choses à faire dans le handball français. À Nantes également. Voilà, je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure sur le paysage sportif à Nantes, mais chacun doit pouvoir y trouver sa place. Exactement, oui, on reviendra justement sur cette spécificité un petit peu nantaise avec un tissu de clubs professionnels dense et oui. de ce que j'ai pu rechercher, hormis Paris, unique en France en termes, et voilà, on développera ça tout à l'heure. Juste avant, maintenant, vous pouvez nous dire exactement, vous en avez dit quelques mots, mais voilà, vos missions un petit peu régaliennes du côté du Nantes Atlantique Handball, on va dire une saison type pour vous ou du moins une journée type. Voilà, quelles sont vos principales missions au sein du club dans le détail? Une année type ou une journée type, c'est un peu compliqué dans la période actuelle. Et puis moi, je suis arrivé depuis début janvier, fin décembre, donc un peu compliqué de l'expliquer, mais en tout cas, vous expliquer peut-être ce qu'on est en train de mettre en place. Moi, l'objectif, c'est de piloter l'ensemble des recettes du club. D'accord. Et de contrôler aussi forcément les dépenses parce que ça va ensemble. Mais c'est de pouvoir optimiser le parcours client dans un premier temps, parcours client physique, le sort du match, le parcours client digital sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Il faut qu'on puisse tirer le maximum de recettes, comment dire ça, de tous nos centres de profit. Voilà. Que ce soit la buvette, que ce soit la boutique, que ce soit la billetterie, que ce soit les partenaires. En fait, il faut que chacun puisse y trouver son compte. Il faut qu'on puisse faire du qualitatif pour ceux qui veulent vraiment du qualitatif. Il faut qu'on puisse faire du qualitatif, mais pas cher. Voilà, faut qu'on pense vraiment à tout le monde, à tous les porte-monnaies. Chacun doit trouver sa place dans ce projet. Donc là, on revoit le parcours client. Donc ça va être un nouveau site internet, ça va être un nouveau site de billetterie. On va mettre en place du cashless. On va revoir complètement l'offre de billetterie. On va revoir complètement l'offre en boutique.
Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de boutique en ligne, on aura une boutique en ligne. Ça, c'est pour la partie vraiment grand public. Donc, c'est beaucoup de travail, hein, parce que là, c'est juste de dire on va avoir un nouveau site, etc. Mais derrière, c'est contacter des prestataires, c'est avoir des rendez-vous avec des prestataires, c'est recevoir des devis, c'est étudier tous les devis. Enfin, il y a un cahier des charges. Ouais, voilà, cahier des charges, étudier le retour sur le cahier des charges. Ensuite, on sélectionne tel prestataire, comme on travaille. Jusqu'à maintenant, on avait des places dans la salle qui étaient non numérotées. Voilà, les gens achetaient un billet, ils pouvaient s'asseoir n'importe où dans la salle. On va avoir une démarche beaucoup plus professionnelle l'année prochaine sur cette partie-là aussi. Pour les partenaires, on renvoie complètement l'offre commerciale, donc c'est faire des tables rondes. Qu'est-ce que les partenaires attendent du Nantes Atlantique Handball, de leur partenariat en général? Comment on peut se différencier aussi de l'offre qu'on peut trouver sur le marché actuellement? Donc c'est beaucoup de sollicitations, beaucoup de rendez-vous, on enchaîne vraiment les réunions. C'est hyper excitant, hyper challengeant en ce moment d'être dans ce projet-là. On a l'avantage d'avoir ce nouvel actionnaire Réalité qui nous permet de travailler sereinement, parce qu'on a quand même un appui financier qui est non négligeable dans la période actuelle. Et on a vraiment la chance, encore une fois, de travailler sereinement. C'est pas forcément le cas de tous les clubs en ce moment. On se projette évidemment sur la fin de saison, mais surtout sur la saison prochaine et sur les 3-4 prochaines saisons, je dirais, pour envisager un développement assez rapide de nos recettes privées. Donc oui, vous donc, avez qui est hors subvention et hors mécénat. Ouais, justement, que représente aujourd'hui la part à peu près, hein, mais la part du partenariat privé dans le budget du club? Il est très peu élevé. D'accord. Très peu élevé, je vous donnerai pas le pourcentage, mais il est très très peu élevé. On avait jusqu'à maintenant un mécène qui supportait plutôt ces charges-là, mais c'est pas viable à terme. Si on veut pouvoir avoir un club fort, puissant sur la place nantaise, mais aussi au sein du handball français, il faut qu'on puisse vraiment trouver un modèle économique et chacun joue le rôle qu'il a joué. Donc le partenariat n'était pas vraiment développé parce qu'on n'avait pas forcément aussi les moyens humains pour le faire, très sincèrement. Est-ce que l'offre était la bonne? Je ne sais pas non plus. Donc on a vraiment étudié ça. On va mettre des prestations en place qui sont novatrices, je dirais. Que ce soit pour le handball féminin, mais même en général, on va vraiment baser sur l'expérience du client, l'expérience du partenaire, de ses invités, de ses clients, de ses collaborateurs. Quand il vient à la salle, il va passer un bon moment, il va vivre une expérience, il va vivre une émotion. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de se baser. Et les prestations, notamment en hospitalité, qu'on va proposer l'année prochaine, vont aller dans ce sens. Juste une petite question pour remettre un peu dans le contexte. Est-ce que vous êtes parmi les premiers clubs à vous doter d'une société avec un actionnaire dans le handball féminin français, ou est-ce qu'encore la majorité... Non. Il y en a déjà, notamment les plus gros. Hein. Brest est dans ce cadre-là aussi. D'accord. Non, nous ne sommes pas les premiers sur ce plan-là. D'accord, ok. C'était pour remettre un petit peu dans le contexte du handball féminin français. Donc finalement, c'est une trajectoire que le handball et notamment les clubs de Ligue Butagaz Énergie sont en train de prendre les uns après les autres, quoi, finalement. Les uns après les autres. Après, c'est une histoire d'hommes aussi. Bien sûr. Une histoire d'hommes qui se rencontrent, qui parlent projet, qui parlent aussi investissement parce que c'est pas anodin. Et encore une fois, réalité, ça vient dans la démarche stratégique de l'entreprise. L'entreprise réalité va être utile au territoire. D'accord? Veut développer le territoire. Et il y a une façon de développer le territoire et d'être utile à ce territoire, c'est de participer au dynamisme local par le sport principalement, parce que ça draine quand même énormément de monde, surtout sur Nantes. Et donc la stratégie, ça a été de dire, nous on va développer le sport féminin sur Nantes. Ouais, c'est une stratégie, c'est pas commun parce que
voilà, le sport féminin en France et de toutes les interviews que j'ai pu réaliser jusque-là, voilà, souffre un petit peu, faut le dire, par rapport au sport masculin. Donc qu'un groupe et qu'une entreprise décide d'investir dans un club et une discipline féminine, voilà, c'est pas anodin, comme vous le dites, c'est exactement le mot. C'est vraiment une prise de position assumée. Exactement, c'est totalement assumé. D'ailleurs, l'entreprise Réalité est passée entreprise à mission depuis début janvier. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'entreprise à mission. C'est tout nouveau. Bah voilà. Ouais, c'est tout nouveau, mais ça rentre complètement dans ce cadre-là. Ok. Alors on en a dit quelques mots maintenant, justement pour remettre un petit peu dans un contexte un peu particulier, puisque en préparant cette interview, même si voilà, on sait que Nantes est une ville qui aime le sport, une ville sportive, mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est vraiment le nombre de clubs qui évoluent au plus haut niveau, ou en tout cas au niveau professionnel. Alors pour les citer, en foot, on a le FC Nantes et il y a également le FC Nantes féminine qui évolue en 2e division. En handball, donc du côté des hommes, on a le handball Nantes qui évolue en Lidl Star League. On a donc le Nantes Atlantique, handball qui évolue en Ligue Butagaz Énergie, donc là aussi le plus haut niveau. En basket, l'Hermine de Nantes qui évolue en Pro B. En basket féminin, cette fois, Nantes Rézé Basket qui évolue au plus haut niveau du basket féminin français. Et en volley, pareil, Nantes Rézé Métropole Volley qui évolue au plus haut niveau du volley masculin, et le VBC Nantes qui évolue au plus haut niveau du volley féminin cette fois, plus le Stade Nantais Rugby, les Corsaires de Nantes en hockey qui évolue en Division 1, le Stade Nantais Rugby en Fédéral 1, et on a également le Nantes Métropole Futsal qui évolue en D1 Futsal. Ça fait beaucoup de clubs et honnêtement, c'est, je crois, unique encore une fois. Comment on se positionne dans un environnement. Alors non pas que le but c'est pas de dire vous êtes tous concurrents, on est bien d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans son contexte, être dans son territoire. Donc comment vous vous positionnez face dans un territoire comme ça avec autant de clubs professionnels? Oui, puis là, on parle uniquement des clubs de sport collectif. Exactement, oui, tout à fait. Parce qu'on a de l'athlé, aussi à Nantes qui fonctionne très bien. Effectivement, il y a une offre qui est assez importante. Oui, là, on n'est pas. Alors forcément, si on parle de façon assez primaire et basique, évidemment, on est concurrent dans du démarchage d'entreprise pour aller chercher des partenaires, mais voilà, faut élever un peu le débat par rapport à ça. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une très bonne chose qu'il y ait beaucoup de clubs, c'est-à-dire que le grand public et les entreprises sont éduqués au marché. Il y a une culture, c'est-à-dire qu'il y a une culture la culture du sport. Les entreprises ont l'habitude de recevoir des offres de partenariat, de prestations, ont l'habitude de recevoir les commerciaux des équipes de sport. Ont même cette volonté d'accompagner le sport et le développement sur Nantes, parce que si ça s'est fait, c'est que les entreprises y ont trouvé leur compte aussi. C'est pas uniquement les subventions qui ont permis aux différents clubs d'arriver à ce niveau-là. Et le grand public, c'est pareil. Le grand public est éduqué. Le grand public va voir du sport. Le grand public a l'habitude d'avoir des offres de sport. Il faut juste réussir à se différencier, tout simplement. Ouais, c'est là où c'est peut-être si demain on propose tous la même chose le même jour à la même heure pour la même prestation, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage et on s'en sortira pas. Donc l'idée c'est d'avoir un avantage concurrentiel de se différencier de l'offre que proposent les autres clubs. Alors, est-ce que vous avez, vous l'avez dit, le but c'est pas de entre guillemets de se marcher dessus, c'est aussi un peu trivial comme expression, mais c'est un peu ça. Donc du coup, est-ce que vous avez des relations avec éventuellement des responsables, des gens des autres clubs pour dire nous on organise tel événement, est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord au niveau du calendrier, peut-être aussi je pense aux événements hors match, ou peut-être si vous faites un événement hors match le mardi, que
que le club de volley n'organise pas. Est-ce que ça, c'est possible? Parce que c'est vrai que c'est à un moment donné, le calendrier n'est pas extensible non plus. Oui. Alors oui, on travaille en très bonne collaboration avec le Volleyball Nantes, qui est le club féminin, parce qu'on partage la même salle. D'accord. On partage la même salle. Alors, bien souvent, et trop souvent, c'est source de conflit entre les clubs. Mais nous, on travaille en vraiment très bonne intelligence. Et je tiens vraiment à le souligner parce que c'est agréable de travailler dans ces conditions-là. Des fois, on n'est pas d'accord, effectivement. Des fois, on aimerait faire autre chose et l'autre club n'est pas d'accord, mais ça se fait malgré tout en bonne intelligence. On essaie de mutualiser un maximum de choses. Oui, quand on parle de billetterie, quand on parle de cashless, etc., et ben, on réfléchit ensemble sur ces sujets-là. Mmh. Le calendrier, de fait, n'est pas aligné parce que les matchs, on peut pas les faire en même temps dans la même salle. Mais oui, alors on regarde quand sont les matchs du FC Nantes, on regarde quand sont les matchs du HBC Nantes, quand on peut pour pas mettre nos matchs en même temps, parce que c'est un petit peu bête de tous en concurrence à la même heure et les mêmes jours. Donc oui, on fait attention. Alors je sais pas si les autres font attention au Nantes Atlantic Handball en positionnant leur match, mais nous on fait attention. On fait attention à ce que nos matchs ne tombent pas en même temps qu'une autre équipe. D'accord. Et bien souvent, quand il y a beaucoup d'équipes comme ça sur la métropole, le vendredi, le samedi, le dimanche ou le mercredi, c'est rare qu'il n'y ait pas deux matchs en même temps quand même. Oui, c'est ce que je disais. Le calendrier, à un moment donné, il est pas extensible. Puis bon, les ligues qui gèrent aussi ont pas forcément en tête d'aller parce qu'il y a quand même du coup le basket féminin, le hand féminin et le volley féminin, trois sports de salle au plus haut niveau dans leurs disciplines respectives. Donc les ligues, elles peuvent pas forcément regarder ce que font les autres, évidemment. Hein. Non, c'est à nous de nous arranger. Alors, vous en avez dit quelques mots, mais ce passage en société, c'est assez intéressant parce qu'en plus, vous êtes en plein dedans, justement, avec ce projet qui est ambitieux et en même temps qu'il faut mettre sur pied. Ça change beaucoup de choses quand même de passer en société, ça structure. Là, ça y est, vous êtes plus dans une logique d'entreprise. Au final, quand vous me parliez, par exemple, des points de recette, vous avez identifié donc merchandising, billetterie, restauration, partenariat. Voilà, ça c'est aussi la culture que va vous apporter le fait de passer en société par rapport à l'associatif. Exactement. Notamment. Oui. Forcément, on est un point d'entreprise, et un club, c'est un point de dépense, donc faut avoir des points de recette à côté. Donc oui, il faut pas se le cacher, on est passé en mode entreprise. Donc maintenant, il faut mettre en place un modèle économique, comme je disais tout à l'heure. Donc il faut étudier la rentabilité, le coût, les projets, les amortissements. Enfin, c'est vraiment des termes d'entreprise qu'il faut mettre en place et que toutes les équipes puissent s'approprier. Si on veut mettre un projet en place qu'on a besoin d'investissement, c'est d'accord, mais l'investissement, il va se faire, mais pour quelle recette en place, comment on l'amortit, comment on le finance. Oui, on est dans une vraie logique d'entreprise, complètement. Alors, et quel type, s'il y en a un, de partenaires vous recherchez plutôt, vous prospectez? Parce que bon, la métropole de Nantes et même, on va dire, la Loire-Atlantique en général est quand même assez dense et grande. Donc, j'imagine que vous devez cibler un petit peu. Est-ce que vous vous dites, tiens, ça, c'est un partenaire qui pourrait être attiré par le hand et ou le sport féminin, le hand féminin? Comment vous réfléchissez un peu votre stratégie de prospection? Notre stratégie de prospection... Déjà, c'est d'avoir une offre qui peut plaire au plus grand nombre. D'accord. Ça, c'est important. Vous avez revu les offres, du coup, ce que vous nous disiez. Oui, on a revu les offres, donc on va les présenter bientôt aux partenaires. C'est que déjà, nos partenaires puissent s'y retrouver dans ces offres-là, qu'on puisse les fidéliser, qu'ils puissent comprendre le projet et où on veut aller à terme. C'est un projet d'entreprise à entreprise, donc on a besoin aussi de mettre en place des objectifs pour les partenaires
de leur montrer quelle vision on a à 2, 3, 4 ans. Ça, c'est très important. Ensuite, sur les partenaires que l'on démarche, alors forcément, il y a des grosses entreprises sur Nantes que tout le monde essaie de démarcher, qui ont plus une affinité avec le sport, donc forcément, ça nous intéresse. Mais après, ça va être aussi par secteur d'activité. On se rend compte que dans le club, il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas représentés, donc on va se focaliser plutôt sur tel ou tel secteur d'activité. Ensuite, on va faire marcher nos réseaux. Les partenaires doivent être nos premiers commerciaux. S'ils sont contents de l'offre, à eux d'inviter d'autres entreprises, à eux de mobiliser leur réseau pour inviter des personnes. On va mettre en place un club entreprise. On mise vraiment sur ce côté réseau, ce côté expérience, ce côté relationnel. Quand les entreprises viennent au match, il faut qu'elles passent un bon moment. Donc peu importe la taille de l'entreprise, il faut que chacun finalement puisse y trouver son compte. Et les partenaires, vous m'avez dit donc que vous évoluez dans le top 5, voire le top 6, et également en Coupe d'Europe. Donc il faut aussi aller draguer, j'ai envie de dire, peut-être les partenaires nationaux, parce que la visibilité, elle n'est pas uniquement locale quand on joue la Coupe d'Europe et quand on joue le plus haut niveau français. Ou c'est encore compliqué? Ou c'est encore un peu trop compliqué d'avoir accès à ces entreprises-là? C'est pas alors compliqué d'avoir accès, oui et non. Le handball a quand même une belle image, une notoriété qui se développe d'année en année par les résultats sportifs des équipes de France notamment. Bien sûr, oui. C'est important. Il faut que nous, au niveau de la Ligue, on arrive à professionnaliser un peu plus notre démarche, je pense. Qu'on ait un produit qui soit un peu plus, marketing, un peu plus cohérent, un peu plus... homogène. Ouais, homogène, alors même allez, sexy. Alors, quand je dis sexy, c'est pas sexy vulgaire, hein, c'est que ce soit joli à regarder, joli à produire. Et effectivement, c'est un peu plus homogène, un peu plus présentable et un peu plus homogène. Si on prend par exemple la Jeep Elite ou même la Pro B, ils ont un joli produit à vendre. Parce que graphiquement, c'est joli, il y a une cohérence entre toutes les salles, il y a une cohérence graphique, marketing entre les différents clubs, chacun affirme son identité. Et à terme, il faut qu'on arrive également à pouvoir le faire en handball féminin. D'accord. Et ce qui nous permettra dans un second temps d'aller voir des partenaires nationaux. Alors on a déjà Butagaz qui s'est engagé sur la ligue Butagaz Énergie. Ce qui est un signe fort, c'est que le handball féminin français est capable de séduire des grosses entreprises. Oui, le naming d'un championnat féminin, je crois qu'il y avait que la D1 féminine avec Arkema, mais c'est rare, en tout cas. Ouais, même pas, c'est arrivé après Arkema. C'était vraiment la Ligue Butagaz Énergie qui a été précurseur au niveau féminin. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il y a un intérêt et c'est pas, encore une fois, c'est pas anodin qu'un partenaire appose son nom à une ligue féminine et notamment le handball. J'ai une dernière question justement. Donc le club maintenant est en société avec des objectifs de résultats financiers, vous l'avez dit. Comment vous allez gérer? C'est une question un petit peu difficile, mais comment vous allez gérer justement cette obligation de résultats financiers, etc., et de marketing, etc., et les aléas du sportif? Parce que du coup, c'est quand on est dans une association, peut-être le sportif, vous l'aviez dit, le budget partenariat et marketing n'était pas forcément très important. Maintenant, il va le devenir avec un actionnaire qui va aussi attendre des résultats. Mais le sportif, ça reste quand même aléatoire par rapport à ce que peut demander une entreprise. Je ne sais pas si vous voyez bien la question. Oui, je comprends. Je vais en venir. En fait, c'est tout l'objectif, c'est réussir à décorréler le résultat sportif de l'engagement du grand public et des partenaires. D'accord ? Il ne faut pas que ça varie du jour au lendemain ou d'une année à l'autre. Exactement, oui. D'être pas trop dépendant justement des résultats sportifs, c'est ce que je voulais dire. Exactement, c'est ça. Donc si demain on a une offre qui est cohérente, que le grand public arrive à venir chercher autre chose qu'un spectacle sportif, de venir passer un bon moment, d'avoir de l'animation, de pouvoir être au contact des joueuses, de vivre une expérience,
La même chose pour les partenaires, s'ils sont contents de venir à la salle, s'ils rencontrent du monde, s'ils peuvent faire du business, s'ils ils invitent leurs clients et que leurs clients sont contents. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on arrive à axer notre développement dans les prochains mois et les prochaines années. Et oui, ça peut arriver de perdre des matchs, oui, ça peut arriver de faire une mauvaise saison, mais c'est comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des hauts et il y a des bas. Donc les clubs, ce sont des cycles, hein. On est sur des cycles de victoire, on aura peut-être 2-3 ans où on sera un peu plus dans le creux de la vague. Il faut pas que ça impacte l'intérêt que peuvent avoir et le grand public et les entreprises. En tout cas, d'ailleurs, oui, allez, d'ailleurs sur l'approche l'année prochaine, nos offres hospitalité réservées entreprises seront accessibles par le grand public. D'accord. Donc il y aura une possibilité pour les particuliers. Voilà, exactement. Demain, vous voulez acheter une place en loge pour un anniversaire de telle ou telle personne, d'amis, vous pouvez acheter une place en loge, aller en loge, des sièges business seat. Vous pourrez avoir les sièges business seat en bord de terrain en étant une personne grand public. Ouais, une personne particulière. Accès à l'espace VIP, etc. On ne veut pas forcément continuer de focaliser la partie entreprise, la partie grand public. L'offre hospitalité dans sa globalité, avec de la prestation VIP, avec de la prestation place sèche, sera accessible par tout le monde. Ouais, on voit en tout cas que vous avez fait un gros travail de fond pour réfléchir à tout ça et surtout multiplier les sources de revenus. Et ça, c'est vrai que c'est le fait d'être passé en entreprise qui oblige, j'ai envie de dire, à cette logique-là finalement, à de multiplier les points de ressources, que ce soit à la fois grand public, vous l'avez dit, avec la billetterie, le merchandising, la restauration quand le public pourra revenir, et également du côté des partenaires avec une offre plus variée, presque personnalisée, et surtout cette idée d'expérience, d'animation autour des matchs. Ça, c'est vraiment propre au sport business, hein. C'est pas un mauvais mot, hein. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas un mauvais mot du tout. Oui, il y a eu un gros travail de fond de réaliser, mais parce que on est staffé. Alors, on est staffé. Il nous manque encore une ou deux personnes, mais voilà, une seule personne dans un club ne peut pas réaliser l'ensemble du travail ou pas aussi rapidement en tout cas. Là, on est staffé, on peut déléguer, on peut répartir les tâches, ce qui peut nous permettre de réduire un petit peu les délais. Là, on est en mode start-up depuis début janvier. On est en mode commando pour atteindre notre objectif de pouvoir sortir tout ce qu'on a besoin de livrer au mois de juin. Avec l'actionnaire, donc vous l'avez dit, de la société anonyme, donc le groupe Réalité qui veille et qui est aussi au-dessus, et j'imagine qui vous apporte également une logistique et des conseils également. Oui, qui nous apporte la logistique, les conseils. D'ailleurs, on a emménagé, les bureaux du club, au moins de la partie administrative, sont dans les locaux de Réalité. D'accord. Sur Nantes, ce qui nous permet d'avoir accès effectivement aux divers services. Le fait de passer en société, c'est beaucoup de contraintes juridiques, donc on a accès aux juridiques. Les contraintes RH, on a accès aux RH. Sur le nouveau logo, l'identité, tous les ateliers qui ont été menés ont été faits en collaboration avec Réalité. Le logo a été réalisé par les services de Réalité. Enfin, on est vraiment, on travaille main dans la main. C'est un actionnaire actif, quoi. Vraiment là. Oui, très actif. Okay. Et c'est très très bien. Sans eux, on n'aurait vraiment pas pu atteindre nos objectifs. Merci Pierre Pelletier. C'était vraiment très intéressant parce que c'est un projet justement qui est en plein développement. Donc c'était au niveau timing, on pouvait pas faire mieux, voilà, pour avoir votre retour d'expérience justement sur ce développement et sur ce passage en société et tout ce que ça induit. Je vous remercie énormément d'avoir accepté de répondre. Merci à vous, et puis restez connectés pour découvrir la nouvelle identité du club et le nouveau projet d'ici un mois. Voilà, donc on donne rendez-vous d'ici un mois sur les différents supports du club, donc site internet, le nouveau logo, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Exactement, et un nouveau nom. Et on met un nouveau nom. Oui, exactement. Donc
voilà, d'ici un mois, on va suivre tout ça. Donc je rappelle Pierre Pelletier, responsable du développement du Nantes Atlantique Handball pour l'instant, et qui évolue donc en Ligue Butagaz Énergie, le plus haut niveau du handball féminin français. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous. Et bonne continuation et dans ce beau projet, et avec encore beaucoup de boulot en perspective. Merci d'avoir pris le temps en tout cas de répondre à nos quelques questions et de nous donner votre expérience. Un grand merci à Pierre Pelletier. Retrouvez les Neptunes de Nantes sur le www.nahb.fr, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Clinique Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, et en attendant, retrouvez-nous sur sport.clinique.fr. À bientôt.